Marie regardait sa fille avec des yeux remplis d'incrédulité. Les mots que Camille venait de prononcer résonnaient encore dans le salon, comme un écho douloureux qui refusait de s'estomper. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les histoires de famille bouleversantes et pleines de rebondissements, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos récits émouvants. Cette histoire commence par ce qui devait être un moment de joie. Marie Dubois, une femme de 58 ans aux cheveux grisonnants et aux mains marquées par des années de labeur, venait d'offrir à sa fille unique le plus beau cadeau qu'elle pouvait imaginer, les clés de la maison familiale. Cette demeure modeste mais chargée de souvenirs, située dans un quartier tranquille de banlieue, représentait pour Marie l'aboutissement de toute une vie de sacrifice. Camille, 28 ans, avait toujours été une jeune femme exigeante. Diplômée d'une école de commerce prestigieuse, elle travaillait dans une entreprise de marketing à Paris et menait un train de vie que beaucoup lui enviaient. Mais ce jour-là, devant ce cadeau que sa mère considérait comme le plus précieux qu'elle puisse offrir, Camille avait explosé. « Je ne veux pas de ce cadeau bon marché », avait-elle crié, jetant les clés sur la table basse avec mépris. « Tu crois vraiment que cette baraque délabrée peut compenser tout ce que tu ne m'as jamais donné ?» Marie était restée figée, le souffle coupé par la violence de ses mots. Cette maison représentait pourtant tout pour elle, les économies de toute une vie, les heures supplémentaires travaillées dans son petit salon de coiffure, les vacances auxquelles elle avait renoncé, les sorties qu'elle s'était interdites. Chaque pierre, chaque tuile de cette maison avait été payée avec ses larmes et sa sueur. Mais Camille ne semblait pas comprendre. Ou peut-être ne voulait-elle pas comprendre. Ce que Marie ignorait encore, c'est que cette dispute allait déclencher une série d'événements qui révéleraient des secrets enfouis depuis des années, des mensonges qui avaient façonné leur famille, et une vérité si bouleversante qu'elle changerait à jamais leur perception de ce qu'ils croyaient connaître, car parfois, les cadeaux les plus précieux cachent les histoires les plus sombres. Marie se souvenait encore du jour où elle avait signé l'acte d'achat de cette maison. C'était il y a 15 ans, 2 ans après la mort tragique de son mari Pierre dans un accident de voiture. Elle était alors une jeune veuve de 43 ans, seule avec ses 2 enfants, Camille, alors âgée de 13 ans, et Thomas, qui n'en avait que 10 à l'époque. Marie travaillait comme employée dans un petit salon de coiffure du quartier. Son salaire était modeste, mais elle avait une détermination de fer. Elle voulait offrir à ses enfants un foyer stable, un endroit où ils pourraient grandir en sécurité, loin des appartements exigus et bruyants qu'ils avaient connus jusque-là. « Maman, on va vraiment habiter dans cette grande maison ?» avait demandé Thomas, les yeux écarquillés, le jour de la visite. Camille, elle, était restée silencieuse, mais Marie avait vu une lueur d'espoir dans son regard. Cette maison de 3 chambres, avec son petit jardin et sa cuisine spacieuse, représentait tout ce dont elle avait rêvé pour sa famille. Pour réunir l'apport nécessaire, Marie avait vendu tous les bijoux que Pierre lui avait offerts, y compris son alliance en or blanc qu'elle chérissait tant. Elle avait également contracté un prêt sur 25 ans, s'engageant à rembourser une somme qui représentait plus de la moitié de ses revenus mensuels. Les premières années avaient été particulièrement difficiles. Marie se levait à 5 heures du matin pour faire le ménage dans des bureaux avant d'aller travailler au salon. Le soir, elle donnait des cours de coiffure à domicile pour arrondir les fins de mois. Ses mains étaient constamment abîmées par les produits chimiques et le travail répétitif, mais elle ne se plaignait jamais. « Pourquoi tu travailles tout le temps, maman ?» lui demandait souvent Camille à l'adolescence. Les autres mères, elles ont du temps pour sortir, pour s'amuser. Marie lui répondait toujours la même chose: « Un jour, tu comprendras que tout ce que je fais, c'est pour vous, mes chéris. Cette maison, c'est votre avenir. » Elle se privait de tout. Ses vêtements venaient des magasins de seconde main, elle ne s'était jamais offert de vacances, et sa seule sortie était la messe du dimanche. Chaque centime économisé était religieusement mis de côté pour les remboursements de la maison ou pour l'éducation de ses enfants. Quand Camille avait voulu intégrer cette école de commerce privée si coûteuse, Marie avait hypothéqué la maison pour payer les frais de scolarité. L'éducation, c'est le plus beau cadeau qu'une mère puisse faire à ses enfants, se répétait-elle en signant les papiers chez le notaire. Thomas, plus pragmatique, avait choisi une formation technique moins onéreuse. Il travaillait maintenant comme électricien et avait toujours été reconnaissant envers sa mère. Mais Camille semblait avoir oublié tous ses sacrifices. Aujourd'hui, à 58 ans, Marie avait enfin terminé de rembourser son prêt. La maison lui appartenait entièrement, libre de toute hypothèque. Elle avait pensé que ce serait le moment parfait pour la transmettre à sa fille, celle qui avait toujours été son rayon de soleil, malgré son caractère parfois difficile. Mais les mots de Camille résonnaient encore dans sa tête. Cadeau. Bon marqué. Comment sa propre fille pouvait-elle qualifier ainsi le fruit de tant d'années de labeur et de sacrifice? Marie sentit les larmes monter à ses yeux. Elle qui avait cru faire le plus beau des cadeaux venait de découvrir que sa fille la considérait comme une mère défaillante.
Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que Camille cachait un secret qui expliquait en partie sa réaction violente. Camille regardait sa mère avec un mélange de frustration et de culpabilité. Elle savait que ces mots avaient blessé Marie profondément, mais elle ne pouvait plus contenir la colère qui bouillonnait en elle depuis des mois. Cette maison, que sa mère présentait comme un trésor, représentait pour elle tout ce qui n'allait pas dans sa vie. « Tu ne comprends pas, maman », dit-elle en se levant brusquement du canapé. « Cette maison, elle ne vaut même pas 150 000 € sur le marché actuel. Tu as passé 15 ans à la rembourser, et pourquoi? Pour me donner quelque chose qui ne m'aidera même pas à sortir de mes problèmes. » Marie la regardait sans comprendre. Pour elle, cette maison était inestimable. Elle représentait la sécurité, les souvenirs, l'amour d'une mère. Mais Camille vivait dans un monde différent, un monde où tout se mesurait en euros et en opportunités financières. Mes amies, elles ont hérité d'appartements dans le 16e arrondissement, de maisons de famille en Normandie qui valent des fortunes, continua Camille en arpentant le salon. Sophia a reçu un appartement de 3 pièces près des Champs-Élysées, qui vaut plus de 800 000 €. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Une maison de banlieue dans un quartier qui ne se développera jamais. Ces mots frappaient Marie comme autant de gifles. Elle avait toujours su que Camille fréquentait des jeunes femmes issues de milieux privilégiés, mais elle n'avait jamais réalisé à quel point cela pouvait créer de la frustration chez sa fille. « Camille, ma chérie », tenta Marie d'une voix tremblante, « cette maison, c'est notre histoire. C'est là que tu as grandi, c'est là que ton père, papa, » l'interrompit Camille avec amertume. « Parlons-en de papa. S'il n'était pas mort dans cet stupide accident, nous aurions eu une vraie vie, une vraie situation financière. Il avait des projets, des ambitions. » Pas comme, elle s'arrêta net, réalisant qu'elle était sur le point de dire quelque chose. The unpardonable. Mais le mal était fait. Marie avait compris la fin de la phrase, pas comme toi. Le silence s'installa dans la pièce, lourd de non-dits et de reproches. Marie sentait son cœur se briser un peu plus à chaque seconde. Elle qui avait cru bien faire, elle qui avait sacrifié sa jeunesse et ses rêves pour offrir une vie décente à ses enfants, découvrait que sa fille la considérait comme un échec. « Tu sais quoi, maman » reprit Camille, sa voix devenant plus froide. « J'ai 28 ans, et je vis encore comme une étudiante. Mon appartement à Paris, c'est un studio de 25 mètres carrés que je partage avec les cafards. Mes amies, elles ont des appartements, des voitures, elles voyagent. Moi, je compte chaque euro. » Marie Frankel La Sourcels. Elle savait que Camille gagnait bien sa vie dans son entreprise de marketing. Son salaire était largement supérieur à ce qu'elle-même avait jamais gagné. Comment pouvait-elle avoir des difficultés financières? « Mais ton travail, ma chérie, tu gagnes bien ta vie, non ?» Camille détourna le regard, mal à l'aise. « C'est compliqué, maman. La vie à Paris coûte cher, très cher. Et puis, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » Cette phrase intrigua Marie. Quelle était cette chose que sa fille ne pouvait pas lui expliquer? Pourquoi Camille, avec son bon salaire et sa formation prestigieuse, semblait-elle avoir autant de difficultés financières? « Écoute, » dit Camille en se dirigeant vers la porte, « je dois y aller. J'ai un rendez-vous important ce soir. Mais, réfléchis à ce que je t'ai dit. Cette maison, si tu la vends, tu pourrais m'aider vraiment. Tu pourrais me donner l'argent pour que je puisse enfin commencer ma vraie vie. » Sur ces mots, elle quitta la maison, laissant Marie seule avec ses pensées troublées. Quelque chose dans l'attitude de sa fille ne collait pas. Ce rendez-vous important, cette insistance sur l'argent, ces difficultés financières inexpliquées, Marie commençait à soupçonner que Camille lui cachait quelque chose d'important. Mais elle était loin d'imaginer la véritable nature du secret de sa fille, un secret qui expliquait sa désespération et sa colère. 3 jours s'étaient écoulés depuis la dispute, et Marie n'arrivait pas à chasser de son esprit les paroles de sa fille. Elle avait tenté de l'appeler plusieurs fois, mais Camille ne répondait pas. Cette situation la rongeait de l'intérieur. Elle qui avait toujours eu une relation privilégiée avec sa fille, malgré les difficultés, se sentait maintenant complètement coupée d'elle. Ce matin-là, en faisant le ménage dans la chambre de Camille, celle qu'elle occupait encore parfois lors de ses visites, Marie découvrit par hasard une enveloppe qui avait glissé derrière le bureau. L'adresse de l'expéditeur la fit frémir, cabinet d'avocat Martineau et associés, recouvrement de créances, les mains tremblantes, Marie ouvrit l'enveloppe. Ce qu'elle y découvrit la laissa sans voix. Sa fille devait la somme astronomique de 85 000 € à une société de crédit privé. La lettre, datée de la semaine précédente, était un ultimatum. Camille avait 30 jours pour rembourser la totalité de sa dette, sous peine de poursuite judiciaire. « Mon Dieu » murmura Marie en s'asseyant lourdement sur le lit. 85 000 €. Mais comment est-ce possible? Elle continua à fouiller dans les papiers et découvrit d'autres documents troublants. Des relevés de cartes de crédit avec des montants faramineux, des factures de boutiques de luxe, des reçus de restaurants gastronomiques, des billets d'avion pour des destinations exotiques. Camille menait visiblement un train de vie complètement
démesuré par rapport à ses revenus. Mais le plus choquant était encore à venir. Au fond de l'enveloppe, Marie trouva un contrat de prêt signé par sa fille. Camille avait emprunté cette somme énorme auprès d'une société de crédit privé, en promettant de la rembourser grâce à l'héritage familial imminent. Elle avait même fourni une estimation de la valeur de la maison comme garantie morale. Marie sentit ses jambes se dérober sous elle. Sa fille avait donc planifié depuis longtemps de récupérer cette maison, non pas par affection ou par attachement familial, mais uniquement pour la vendre et rembourser ses dettes. Le « cadeau » que Marie voulait lui faire n'était en réalité qu'une bouée de sauvetage que Camille attendait désespérément. « Elle m'a menti », chuchota Marie, les larmes aux yeux. Tout ce temps, elle m'a menti. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les visites de plus en plus rares de Camille, ses questions insistantes sur la valeur de la maison, ses remarques sur l'âge de Marie et sur l'importance de « préparer l'avenir ». Tout cela n'était qu'une stratégie pour mettre la main sur l'héritage. Le plus rapidement possible. Marie repensa au sacrifice qu'elle avait fait pour payer les études de sa fille. Elle avait hypothéqué cette même maison pour financer l'école de commerce de Camille. Et maintenant, elle découvrait que sa fille avait dilapidé l'opportunité qu'elle lui avait offerte en s'endettant de manière irresponsable. Le téléphone sonna soudain, la faisant sursauter. C'était Thomas, son fils. « Maman, ça va ? Tu as une drôle de voix. » Marie hésita un instant. Devait-elle parler à Thomas de ce qu'elle venait de découvrir ? Son fils avait toujours été plus raisonnable que sa sœur, mais elle ne voulait pas créer de conflit dans la famille. « Thomas, dis-moi, est-ce que Camille t'a parlé récemment ? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose sur des difficultés qu'elle pourrait avoir ?» Il y eut un silence au bout du fil. Puis Thomas poussa un long soupir. « Maman, il faut qu'on se parle. J'arrive. » Le ton grave de son fils confirma les pires craintes de Marie. Thomas savait quelque chose. Peut-être même était-il au courant depuis longtemps de la situation de sa sœur. Dans 1 heure, elle allait enfin connaître toute la vérité sur les agissements de Camille. Mais elle était loin d'imaginer que cette vérité serait encore plus douloureuse que tout ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent. Thomas arriva 1 heure plus tard, le visage sombre et les traits tirés. Marie l'accueillit dans la cuisine, les documents compromettants étalés sur la table. Son fils jeta un coup d'œil au papier et secoua la tête avec amertume. « Tu as trouvé les lettres de créanciers » dit-il simplement en s'asseyant. « Jay me demandait quand tu finirais par découvrir la vérité. »« Tu étais au courant ?» demanda Marie, incrédule. « Depuis quand ?» Thomas passa une main fatiguée dans ses cheveux. « Depuis 6 mois, maman. Camille est venue me voir en pleurs, complètement paniquée. Elle m'a tout raconté, les dettes, les crédits, les menaces des huissiers. Elle m'a supplié de ne rien te dire. » Marie sentit une nouvelle vague de trahison la submerger. Ses 2 enfants lui avaient menti, l'avaient exclue d'un secret qui concernait pourtant directement leur famille. Mais comment en est-elle arrivée là ? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Thomas soupira profondément avant de commencer son récit. Tu sais, maman, Camille a toujours eu du mal à accepter notre situation. Quand elle a commencé à travailler à Paris, elle s'est retrouvée dans un milieu où l'argent coule à flot. Ses collègues, ses amis, elle dépense en une soirée ce que toi tu gagnes en un mois. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Au début, elle a essayé de suivre le rythme avec son salaire. Mais ce n'était pas suffisant. Alors elle a commencé à utiliser ses cartes de crédit. Restaurants gastronomiques, vêtements de marque, voyages de luxe. Elle voulait absolument donner l'impression qu'elle appartenait à ce monde-là. Marie écoutait, horrifiée. Elle qui avait toujours prêché la modestie et la simplicité découvrait que sa fille avait développé une obsession pour le luxe et les apparences. Et puis il y a eu Julien, continua Thomas, son visage s'assombrissant. Encore davantage. Julien ? Qui est Julien ? Son petit ami. Enfin, son ex-petit ami maintenant. Un type issu d'une famille très riche, héritier d'une fortune familiale. Camille était persuadée qu'elle allait l'épouser et que tous ses problèmes financiers seraient résolus. Elle a encore plus dépensé pour l'impressionner, pour être à la hauteur de son milieu. Marie comprenait maintenant pourquoi Camille n'avait jamais parlé de ce Julien à la maison. Elle savait que sa mère n'approuverait pas cette relation basée sur l'intérêt financier. Mais il l'a quitté il y a 3 mois, poursuivit Thomas. Il a rencontré quelqu'un d'autre, une fille de son milieu. Camille s'est retrouvée seule avec ses dettes astronomiques et sans la solution de facilité qu'elle avait espérée. C'est pour ça qu'elle voulait que je lui donne la maison, murmura Marie, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Exactement. Elle avait promis à ses créanciers qu'elle pourrait les rembourser grâce à la vente de la maison familiale. Elle comptait sur toi pour la lui donner, puis la vendre immédiatement. Marie se sentait trahie au plus profond d'elle-même. Sa fille n'avait jamais eu l'intention de vivre dans cette maison, de la chérir comme elle l'avait fait. Pour Camille, ce n'était qu'un bien immobilier à liquider. Et toi, Thomas ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Son fils la regarda droit dans les yeux. Je pense que Camille a perdu la tête, maman. Je pense qu'elle a oublié d'où elle vient et tout ce que tu as fait pour nous.
Quand elle m'a demandé de garder le secret, j'ai accepté parce que c'est ma sœur. Mais je n'approuve pas ses choix. Il se leva et vint poser une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. Cette maison, tu l'as gagnée à la sueur de ton front. Tu n'as aucune obligation de la sacrifier pour les erreurs de Camille. Marie sentit les larmes couler sur ses joues. Au moins, elle pouvait compter sur Thomas. Mais la situation était devenue intenable. D'un côté, sa fille était dans une situation désespérée qui pourrait la mener à la ruine totale. De l'autre, elle ne pouvait pas accepter d'être manipulée et utilisée de cette façon. Qu'est-ce que je dois faire, Thomas? Je ne sais pas, maman. Mais quoi que tu décides, je te soutiendrai. Showdain, la sonnette retentit. Thomas alla ouvrir et revint avec un homme en costume sombre qui se présenta comme huissier de justice. Il venait signifier à Marie une assignation en justice. Camille, désespérée, avait décidé d'attaquer sa propre mère en justice pour obtenir sa part d'héritage anticipé. Et la guerre familiale venait officiellement de commencer. Marie rentra chez elle complètement bouleversée. Elle avait l'impression que toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Pierre, l'homme qu'elle avait aimé et respecté, lui avait caché une vérité fondamentale sur leur situation. Pourquoi avait-il fait cela? Avait-il eu peur de sa réaction? Ou y avait-il d'autres secrets qu'elle ignorait encore? Elle décida d'appeler Thomas immédiatement. Il fallait qu'elle lui parle de cette découverte avant de confronter Camille. Au téléphone, la voix de son fils trahit sa surprise. « Maman, tu es sûre de ce que tu dis? Papa ne nous a jamais parlé de grand-père Henri. On ne l'a même jamais rencontré. C'est exactement ce qui m'inquiète, Thomas. Ton père m'avait dit que son père était mort fâché avec lui, qu'il ne lui avait rien laissé. Mais maintenant, je découvre qu'Henri vous a légué la maison à tous les deux. » Thomas arriva 1 heure plus tard, accompagné de Camille. Marie fut surprise de voir sa fille, qui évitait soigneusement son regard. Visiblement, Thomas lui avait expliqué la situation au téléphone. « Maman, dit Camille d'une voix moins assurée. Qu'à l'ordinaire, Thomas m'a dit que tu avais découvert quelque chose sur la maison. C'est vrai qu'elle nous appartient déjà. » Marie leur expliqua en détail sa visite chez le notaire. Elle vit l'expression de Camille changer progressivement, la culpabilité remplaçait peu à peu l'arrogance. Sa fille commençait à réaliser qu'elle avait attaqué en justice une mère qui n'était même pas propriétaire du bien qu'elle réclamait. « Je ne comprends pas, murmura Thomas. Pourquoi papa ne nous a jamais parlé de grand-père Henri? Pourquoi ce secret? » Marie se dirigea vers le grenier, suivie de ses 2 enfants. Elle n'y était pas montée depuis des mois, mais elle se souvenait que Pierre y avait stocké des cartons avec ses affaires personnelles. Peut-être y trouverait-elle des réponses. Après 1 heure de recherche dans la poussière et les toiles d'araignée, Thomas découvrit une vieille malle en bois cachée derrière des cartons de vêtements. À l'intérieur, ils trouvèrent des photos jaunies, des lettres et des documents que Pierre avait soigneusement conservés. Les photos montraient un homme austère aux traits durs, Henri Dubois. Mais ce qui frappa Marie, c'est qu'il y avait aussi des photos de Pierre enfant, avec des bleus visibles sur les bras et le visage. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle en comprenant soudain. Camille découvrit une liasse de lettres attachées par un ruban rouge. C'était la correspondance entre Pierre et son père, datant de l'adolescence et du début de l'âge adulte de Pierre. Les lettres d'Henri étaient froides, pleines de reproches et de menaces. Celles de Pierre suppliaient son père de lui pardonner, de le comprendre, de l'accepter. « Papa était battu par grand-père, dit Thomas d'une voix blanche en regardant les photos. Marie continua à fouiller et trouva le testament original d'Henri Dubois. En le lisant attentivement, elle découvrit une clause qui lui glaça le sang. « Je lègue cette maison à mes petits-enfants car mon fils Pierre s'est montré indigne de mon nom en épousant une femme de condition inférieure. » Il parlait de moi, murmura Marie, les larmes aux yeux. Henri me détestait parce que je n'étais qu'une simple coiffeuse. Mais la découverte la plus troublante était encore à venir. Au fond de la malle, Camille trouva une lettre que Pierre avait écrite, mais jamais envoyée, datée de quelques jours avant sa mort. Elle était adressée à Marie. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour t'expliquer la vérité. J'ai menti sur la maison parce que je ne supportais pas l'idée que tu te sens redevable envers mon père, même après sa mort. Cette maison, tu l'as méritée par ton amour et tes sacrifices, peu importe ce que disent les papiers. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. » La lettre s'arrêtait là, inachevée. Pierre était mort avant d'avoir pu révéler ce dernier secret. Qu'est-ce qu'il voulait me dire d'autre? Se demanda Marie à voix haute. Camille, qui avait gardé le silence pendant toute cette découverte, s'approcha de sa mère. Pour la première fois depuis des semaines, ses yeux exprimaient autre chose que de la colère ou de l'avidité. « Maman, je suis désolée. Je ne savais pas. Je ne savais pas que papa avait souffert, que grand-père t'avait méprisé. Je ne savais pas que tu avais payé cette maison en croyant qu'elle était à toi. » Marie regarda sa fille, cherchant dans ses yeux une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Mais malgré ses excuses, une question demeurait, qu'est-ce que Pierre avait voulu lui révéler dans cette lettre inachevée?
La réponse à cette question allait bouleverser encore davantage cette famille déjà ébranlée. Les jours qui suivirent cette découverte furent marqués par un silence pesant dans la maison. Marie, Thomas et Camille tentaient chacun à leur manière de digérer les révélations sur Pierre et Henri Dubois. Mais Marie ne parvenait pas à chasser de son esprit cette lettre inachevée. Quel était ce dernier secret que son mari avait voulu lui révéler? Elle décida de retourner fouiller dans les affaires de Pierre, cette fois de manière plus systématique. Dans son bureau, qu'elle avait laissé intact depuis sa mort, elle examina chaque tiroir, chaque document. S'étant vidant complètement. Le dernier tiroir qu'elle découvrit une enveloppe cachée, collée sous le fond en bois. L'enveloppe contenait des documents bancaires que Marie n'avait jamais vus. Des relevés de compte datant des dernières années de vie de Pierre, montrant des virements réguliers vers un compte qu'elle ne connaissait pas. Les montants étaient considérables, 1 000 € par mois, pendant plus de 3 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-elle en examinant les relevés. Le nom du bénéficiaire était partiellement masqué, mais Marie parvint à déchiffrer « Mademoiselle Seymour ». Ce nom ne lui disait rien, mais les dates des virements correspondaient exactement à la période où Pierre prétendait faire des heures supplémentaires pour améliorer leur situation financière. Marie sentit son cœur se serrer. Ces 1 000 € mensuels représentaient une fortune pour leur famille à l'époque. Pendant qu'elle se privait de tout, pendant qu'elle travaillait jour et nuit pour rembourser la maison, Pierre envoyait secrètement de l'argent à une inconnue. Elle appela immédiatement la banque. Après avoir prouvé son identité et expliqué qu'elle était la veuve de Pierre Dubois, elle obtint des informations supplémentaires. Les virements avaient cessé brutalement le mois de la mort de Pierre. Le compte bénéficiaire était toujours actif, au nom de Claire Moreau, domiciliée à Versailles. Marie raccrocha, tremblante. Son mari avait-il eu une liaison? Cette Claire Moreau était-elle sa maîtresse? Cela expliquerait pourquoi Pierre rentrait si tard certains soirs, pourquoi il était parfois distant et préoccupé. Mais quelque chose ne collait pas. Si Pierre avait eu une aventure, pourquoi continuer à envoyer de l'argent pendant 3 ans? Et pourquoi ces virements avaient-ils commencé exactement au moment où Camille entrait dans son école de commerce? Marie décida de se rendre à Versailles pour rencontrer cette Claire Moreau. Elle avait besoin de connaître la vérité, même si elle devait être douloureuse. Le lendemain matin, elle prit le train, le cœur battant d'appréhension. L'adresse correspondait à un petit pavillon dans un quartier résidentiel tranquille. Marie sonna à la porte, ne sachant pas du tout comment elle allait aborder le sujet. Une femme d'une quarantaine d'années vint ouvrir. Elle était blonde, élégante, avec des traits fins et un regard doux. « Madame Moreau? Je suis Marie Dubois, la veuve de Pierre Dubois. Je pense que vous le connaissiez. » Le visage de Claire Moreau se décomposa instantanément. Elle pâlit et dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. « Madame Dubois. J'ai. Entrez, s'il vous plaît. Je crois qu'il est temps que vous sachiez la vérité. » Claire la fit entrer dans un salon coquet et bien tenu. Sur la cheminée, Marie aperçut des photos d'une jeune fille qui lui rappelait vaguement quelqu'un, sans qu'elle puisse dire qui. « Madame Dubois, votre mari. Pierre était un homme merveilleux. Il m'a sauvé la vie, ainsi que celle de ma fille. »« Votre fille ?» demanda Marie, de plus en plus confuse. Claire se dirigea vers la cheminée et prit une des photos. « Voici Émilie, ma fille. Elle a 20 ans maintenant. Et elle est la fille de Pierre. » Marie sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Pierre avait eu un enfant avec cette femme. Un enfant qu'elle n'avait jamais connu, une fille qui était la demi-sœur de Camille et Thomas. « Je sais que c'est un choc terrible, » continua Claire, les larmes aux yeux. « Pierre et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 21 ans, quand j'étais très jeune et très naïve. J'étais serveuse dans un café près de son travail. Nous avons eu une liaison de quelques mois, et puis je suis tombée enceinte. » Marie écoutait, pétrifiée. 21 ans. Cela correspondait à l'époque où Pierre et elle traversaient une période difficile dans leur mariage, juste après la naissance de Thomas. « Quand j'ai annoncé ma grossesse à Pierre, il a paniqué. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas quitter sa famille, mais qu'il assumerait ses responsabilités. Il m'a aidé financièrement pendant ma grossesse, puis il a disparu de ma vie. » Claire marqua une pause, cherchant ses mots. « Pendant des années, je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai élevé Émilie seule, en lui disant que son père était mort. Et puis, il y a 3 ans, Pierre est revenu. » « Il est revenu ?» répéta Marie, d'une voix blanche. Émilie était tombée gravement malade. Un cancer. Les traitements coûtaient une fortune, et je n'avais pas les moyens. Dans mon désespoir, j'ai retrouvé la trace de Pierre et je l'ai contacté. Je lui ai dit que sa fille allait mourir si elle ne recevait pas les soins nécessaires. Marie comprenait maintenant. Les 1 000 € mensuels, les heures supplémentaires, les retards de Pierre. Tout cela était pour payer les soins de cette fille qu'elle ne connaissait pas. Pierre n'a pas hésité une seconde, continua Claire. Il a immédiatement accepté de payer tous les frais médicaux. Grâce à lui, Émilie a pu être soignée dans les meilleures conditions. Elle est en rémission maintenant. Marie sentait un mélange de trahison et d'admiration. Pierre l'avait trompée, lui avait menti,
mais il avait aussi sauvé la vie d'un enfant. Son enfant. Il voulait vous dire la vérité, ajouta Claire doucement. Il m'en parlait souvent. Il disait qu'il ne supportait plus de vous mentir, mais qu'il ne savait pas comment vous l'annoncer. Et puis il y a eu cet accident. Marie réalisa soudain que c'était cela, le secret que Pierre voulait révéler dans sa lettre inachevée. L'existence d'Émilie, sa demi-sœur que Camille et Thomas ne connaissaient pas, mais cette révélation soulevait une question encore plus troublante. Si Émilie était la fille de Pierre, avait-elle aussi des droits sur l'héritage familial? Marie rentra de Versailles dans un état second. Elle avait passé 3 heures avec Claire et Émilie, cette jeune fille de 20 ans qui ressemblait étonnamment à Pierre. Émilie était douce, intelligente, et visiblement reconnaissante envers ce père qu'elle avait à peine connu mais qui avait sauvé sa vie. Marie avait été touchée malgré elle par cette rencontre, mais elle se sentait complètement désorientée. Comment allait-elle annoncer à Camille et Thomas qu'ils avaient une demi-sœur? Et surtout, comment allait-elle leur expliquer que cette sœur avait potentiellement des droits sur l'héritage de Pierre, y compris sur la fameuse maison? En arrivant chez elle, Marie trouva Thomas qui l'attendait dans la cuisine, l'air soucieux. « Maman, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. » Et Camille a reçu un appel bizarre d'un notaire de Versailles. Il parlait d'une succession et d'une héritière supplémentaire. Marie sent it son saying S.E. Glaser. Comment un notaire de Versailles pouvait-il être au courant? Elle n'avait parlé à personne de sa visite chez Claire. Thomas, il faut que je te dise quelque chose de très important. A seed's toy. Elle lui raconta tout, la découverte des virements, sa rencontre avec Claire, l'existence d'Émilie. Thomas l'écoutait, bouche bée, son visage passant de la surprise à la colère, puis à l'incrédulité. Papa avait une autre fille? Et il ne nous a jamais rien dit. Il voulait nous le dire, Thomas. J'en suis sûre maintenant. C'était ça, le secret de sa lettre inachevée. Camille arriva à ce moment-là, tenant une lettre officielle à la main. Son visage était livide. Maman, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est de Maître Blanchard, un notaire de Versailles. Il dit qu'il y a eu une erreur dans la succession de papa, qu'il y a une héritière qui n'a pas été prise en compte. Marie prit la lettre et la lut attentivement. Maître Blanchard expliquait qu'Émilie Moreau, fille reconnue de Pierre Dubois, avait des droits légitimes sur la succession de son père. Il demandait une révision complète de la répartition des biens. Comment? Ce notaire peut-il être au courant? Demanda Thomas, suspicieux. Marie réfléchit rapidement. Claire a dû consulter un avocat après ma visite. Elle a probablement réalisé qu'Émilie avait des droits qu'elle ignorait. Camille s'effondra sur une chaise. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Si cette Émilie a droit à un tiers de l'héritage, notre part de la maison va encore diminuer. Marie regarda sa fille avec tristesse. Même face à la révélation de l'existence d'une demi-sœur, Camille ne pensait qu'à l'argent. Camille, cette jeune fille est ta sœur. Elle a failli mourir d'un cancer. Ton père a sacrifié ses économies pour la sauver. Ce n'est pas ma sœur, explosa Camille. C'est la fille de la maîtresse de papa. Elle n'a rien à voir avec notre famille. Thomas, plus mesuré, posa une main apaisante sur le bras de sa sœur. Camille, calme-toi. Que ça nous plaise ou non, si papa l'a reconnue, elle fait partie de la famille. Reconnue? Qu'est-ce que tu veux dire, reconnue? Demanda Marie. Thomas sortit son téléphone et fit quelques recherches rapides. J'ai cherché pendant que tu étais partie, maman. Si papa envoyait de l'argent régulièrement à cette femme pour sa fille, et si maintenant un notaire réclame des droits de succession, c'est qu'il a dû la reconnaître officiellement à un moment donné. L'enveloppe contenait des documents bancaires que Marie n'avait jamais vus. Des relevés de compte datant des dernières années de vie de Pierre, montrant des virements réguliers vers un compte qu'elle ne connaissait pas. Les montants étaient considérables, 1 000 € par mois, pendant plus de 3 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-elle en examinant les relevés. Le nom du bénéficiaire était partiellement masqué, mais Marie parvint à déchiffrer, Mademoiselle C. Moreau. Ce nom ne lui disait rien, mais les dates des virements correspondaient exactement à la période où Pierre prétendait faire des heures supplémentaires pour améliorer leur situation financière. Marie sentit son cœur se serrer. Ces 1 000 € mensuels représentaient une fortune pour leur famille à l'époque. Pendant qu'elle se privait de tout, pendant qu'elle travaillait jour et nuit pour rembourser la maison, Pierre envoyait secrètement de l'argent à une inconnue. Elle appela immédiatement la banque. Après avoir prouvé son identité et expliqué qu'elle était la veuve de Pierre Dubois, elle obtint des informations supplémentaires. Les virements avaient cessé brutalement le mois de la mort de Pierre. Le compte bénéficiaire était toujours actif, au nom de Claire Moreau, domiciliée à Versailles. Marie raccrocha, tremblante. Son mari avait-il eu une liaison? Cette Claire Moreau était-elle sa maîtresse? Cela expliquerait pourquoi Pierre rentrait si tard certains soirs, pourquoi il était parfois distant et préoccupé. Mais quelque chose ne collait pas. Si Pierre avait eu une aventure, pourquoi continuer à envoyer de l'argent pendant 3 ans? Et pourquoi ces virements avaient-ils commencé exactement au moment où Camille entrait dans son école de commerce?
Marie décida de se rendre à Versailles pour rencontrer cette Claire Moreau. Elle avait besoin de connaître la vérité, même si elle devait être douloureuse. Le lendemain matin, elle prit le train, le cœur battant d'appréhension. L'adresse correspondait à un petit pavillon dans un quartier résidentiel tranquille. Marie sonna à la porte, ne sachant pas du tout comment elle allait aborder le sujet. Une femme d'une quarantaine d'années vint ouvrir. Elle était blonde, élégante, avec des traits fins et un regard doux. « Madame Moreau ? Je suis Marie Dubois, la veuve de Pierre Dubois. Je pense que vous le connaissiez. » Le visage de Claire Moreau se décomposa instantanément. Elle pâlit et dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. « Madame Dubois. J'ai. Entrez, s'il vous plaît. Je crois qu'il est temps que vous sachiez la vérité. » Claire la fit entrer dans un salon coquet et bien tenu. Sur la cheminée, Marie aperçut des photos d'une jeune fille qui lui rappelait vaguement quelqu'un, sans qu'elle puisse dire qui. « Madame Dubois, votre mari. Pierre était un homme merveilleux. Il m'a sauvé la vie, ainsi que celle de ma fille. »« Votre fille ?» demanda Marie, de plus en plus confuse. Claire se dirigea vers la cheminée et prit une des photos. « Voici Émilie, ma fille. Elle a 20 ans maintenant. Et elle est la fille de Pierre. » Marie sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Pierre avait eu un enfant avec cette femme. Un enfant qu'elle n'avait jamais connu, une fille qui était la demi-sœur de Camille et Thomas. « Je sais que c'est un choc terrible, » continua Claire, les larmes aux yeux. « Pierre et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 21 ans, quand j'étais très jeune et très naïve. J'étais serveuse dans un café près de son travail. Nous avons eu une liaison de quelques mois, et puis je suis tombée enceinte. » Marie écoutait, petrifiée. 21 ans. Cela correspondait à l'époque où Pierre et elle traversaient une période difficile dans leur mariage, juste après la naissance de Thomas. « Quand j'ai annoncé ma grossesse à Pierre, il a paniqué. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas quitter sa famille, mais qu'il assumerait ses responsabilités. Il m'a aidé financièrement pendant ma grossesse, puis il a disparu de ma vie. » Claire marqua une pause, cherchant ses mots. « Pendant des années, je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai élevé Émilie seule, en lui disant que son père était mort. Et puis, il y a 3 ans, Pierre est revenu. »« Il est revenu ?» répéta Marie, d'une voix blanche. Émilie était tombée gravement malade. Un cancer. Les traitements coûtaient une fortune, et je n'avais pas les moyens. Dans mon désespoir, j'ai retrouvé la trace de Pierre et je l'ai contacté. Je lui ai dit que sa fille allait mourir si elle ne recevait pas les soins nécessaires. Marie comprenait maintenant. Les 1 000 € mensuels, les heures supplémentaires, les retards de Pierre. Tout cela était pour payer les soins de cette fille qu'elle ne connaissait pas. Pierre n'a pas hésité une seconde, continua Claire. Il a immédiatement accepté de payer tous les frais médicaux. Grâce à lui, Émilie a pu être soignée dans les meilleures conditions. Elle est en rémission maintenant. Marie sentait un mélange de trahison et d'admiration. Pierre l'avait trompée, lui avait menti, mais il avait aussi sauvé la vie d'un enfant. Son enfant. Il voulait vous dire la vérité, ajouta Claire doucement. Il m'en parlait souvent. Il disait qu'il ne supportait plus de vous mentir, mais qu'il ne savait pas comment vous l'annoncer. Et puis il y a eu cet accident. Marie réalisa soudain que c'était cela, le secret que Pierre voulait révéler dans sa lettre inachevée. L'existence d'Émilie, sa demi-sœur que Camille et Thomas ne connaissaient pas, mais cette révélation soulevait une question encore plus troublante. Si Émilie était la fille de Pierre, avait-elle aussi des droits sur l'héritage familial? Marie rentra de Versailles dans un état second. Elle avait passé 3 heures avec Claire et Émilie, cette jeune fille de 20 ans qui ressemblait étonnamment à Pierre. Émilie était douce, intelligente, et visiblement reconnaissante envers ce père qu'elle avait à peine connu mais qui avait sauvé sa vie. Marie avait été touchée malgré elle par cette rencontre, mais elle se sentait complètement désorientée. Comment allait-elle annoncer à Camille et Thomas qu'ils avaient une demi-sœur? Et surtout, comment allait-elle leur expliquer que cette sœur avait potentiellement des droits sur l'héritage de Pierre, y compris sur la fameuse maison? En arrivant chez elle, Marie trouva Thomas qui l'attendait dans la cuisine, l'air soucieux. « Maman, où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler toute la journée. » Et Camille a reçu un appel bizarre d'un notaire de Versailles. Il parlait d'une succession et d'une héritière supplémentaire. Marie sentit son sang se glacer. Comment un notaire de Versailles pouvait-il être au courant? Elle n'avait parlé à personne de sa visite chez Claire. « Thomas, il faut que je te dise quelque chose de très important. Assieds-toi. » Elle lui raconta tout, la découverte des virements, sa rencontre avec Claire, l'existence d'Émilie. Thomas l'écoutait, bouche bée, son visage passant de la surprise à la colère, puis à l'incrédulité. « Papa avait une autre fille? Et il ne nous a jamais rien dit. Il voulait nous le dire, Thomas. J'en suis sûre maintenant. C'était ça, le secret de sa lettre inachevée. » Camille arriva à ce moment-là, tenant une lettre officielle à la main. Son visage était livide. « Maman, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est de Maître Blanchard, un notaire de Versailles. Il dit qu'il y a eu une erreur dans la succession de papa, qu'il y a une héritière qui n'a pas été prise en compte. » Marie Pratt. La lettre et la lut attentivement.
Maître Blanchard expliquait qu'Émilie Moreau, fille reconnue de Pierre Dubois, avait des droits légitimes sur la succession de son père. Il demandait une révision complète de la répartition des biens. Comment. Ce notaire peut-il être au courant? Demanda Thomas, suspicieux. Marie réfléchit rapidement. Claire a dû consulter un avocat après ma visite. Elle a probablement réalisé qu'Émilie avait des droits qu'elle ignorait. Camille s'effondra sur une chaise. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Si c'est Émilie a droit à un tiers de l'héritage, notre part de la maison va encore diminuer. Marie regarda sa fille avec tristesse. Même face à la révélation de l'existence d'une demi-sœur, Camille ne pensait qu'à l'argent. Camille, cette jeune fille est ta sœur. Elle a failli mourir d'un cancer. Ton père a sacrifié ses économies pour la sauver. Ce n'est pas ma sœur, explosa Camille. C'est la fille de la maîtresse de papa. Elle n'a rien à voir avec notre famille. Thomas, plus mesuré, posa une main apaisante sur le bras de sa sœur. Camille, calme-toi. Que ça nous plaise ou non, si papa l'a reconnue, elle fait partie de la famille. Reconnue? Qu'est-ce que tu veux dire, reconnue? Demanda Marie. Thomas sortit son téléphone et fit quelques recherches rapides. J'ai cherché pendant que tu étais partie, maman. Si papa envoyait de l'argent régulièrement à cette femme pour sa fille, et si maintenant un notaire réclame des droits de succession, c'est qu'il a dû la reconnaître officiellement à un moment donné. Marie sentit un nouveau choc la traverser. Pierre avait donc fait les démarches légales pour reconnaître Émilie comme sa fille. Cela signifiait qu'il avait prévu de révéler son existence à sa famille, qu'il assumait pleinement sa paternité. Le téléphone de Marie sonna. C'était Maître Fontaine, le notaire qui s'occupait de la vente de la maison. Madame Dubois, j'ai reçu un appel de mon confrère de Versailles. Il semblerait que votre situation soit encore plus compliquée que nous le pensions. Cette mademoiselle Moreau a non seulement des droits sur la succession de votre mari, mais également sur la maison, puisqu'elle est héritière de la nue propriété au même titre que vos autres enfants. Marie reprocha, anéantie. Non seulement elle découvrait que son mari avait eu un enfant caché, mais en plus, cet enfant avait des droits sur la maison qu'elle avait cru être la sienne. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda Thomas. Camille se leva brusquement. Je vais contester cette reconnaissance. Papa était marié, il n'avait pas le droit de reconnaître un enfant adultérin sans ton accord, maman. Marie regarda ses deux enfants, si différents dans leur réaction. Thomas cherchait une solution équitable, tandis que Camille ne pensait qu'à protéger ses intérêts financiers. Il y a autre chose que vous devez savoir, dit Marie doucement. J'ai rencontré Émilie aujourd'hui. Et elle ne sait même pas qu'elle a des droits sur notre héritage. Claire ne lui a jamais parlé de nous. Cette révélation changea l'atmosphère dans la pièce. Émilie n'était pas une opportuniste qui réclamait sa part. C'était une jeune fille innocente qui ignorait tout de la complexité de la situation. Mais cette innocence allait-elle résister à la découverte de l'héritage qui l'attendait? Et comment la famille Dubois allait-elle gérer l'arrivée de cette nouvelle héritière dans leur conflit déjà explosif? La semaine qui suivit fut un véritable cauchemar pour Marie. Les avocats se succédaient, les documents s'accumulaient, et la situation familiale devenait de plus en plus inextricable. Maître Blanchard avait officiellement saisi le tribunal pour faire reconnaître les droits d'Émilie sur la succession de Pierre Dubois. Camille était devenue hystérique. Elle avait engagé son propre avocat pour contester la reconnaissance d'Émilie, arguant que Pierre n'avait pas eu le droit de reconnaître un enfant adultérin sans l'accord de son épouse. Ses dettes de 85 000 € la rendaient de plus en plus désespérée, et elle voyait ses chances de s'en sortir s'amenuiser avec l'arrivée de cette nouvelle héritière. Thomas, lui, tentait de jouer les médiateurs, mais il commençait à perdre patience face à l'attitude de sa sœur. Il avait même proposé de rencontrer Émilie pour voir quel genre de personne elle était, ce qui avait provoqué une nouvelle crise de colère de Camille. Marie, épuisée par ses conflits incessants, avait pris une décision radicale. Elle avait appelé Claire pour lui proposer une rencontre entre toute la famille. Il fallait que tout le monde se parle, que les cartes soient mises sur table. Je ne veux pas que ma famille se déchire à cause de secrets et de malentendus, avait-elle dit à Claire. Émilie a le droit de connaître ses demi-frères et sœurs, et eux ont le droit de la connaître. La rencontre fut organisée dans un salon de thé neutre, loin de la maison qui cristallisait tous les conflits. Marie arriva la première, suivie de Thomas, puis de Camille qui traînait visiblement les pieds. Claire et Émilie arrivèrent en dernier. Le silence qui s'installa fut pesant. Émilie regardait timidement ses demi-frères et sœurs, ne sachant pas comment se comporter. Elle était encore plus jolie que dans le souvenir de Marie, avec ses longs cheveux châtains et ses yeux verts qui rappelaient tant ceux de Pierre. « Bonjour », dit-elle simplement, sa voix trahissant son émotion. Je ne sais pas trop quoi dire. Maman m'a expliqué que vous étiez mes demi-frères et sœurs. Thomas fut le premier à réagir. Il se leva et tendit la main à Émilie. Bonjour Émilie. Je suis Thomas, et voici Camille. C'est étrange de te rencontrer, mais je suis content que tu sois là.
Camille resta assise, les bras croisés, fixant Émilie avec hostilité. Alors c'est toi, la fille cachée de papa. Tu sais que ton existence va tout compliquer pour nous? Camille. La réprimanda Marie, choquée par la dureté de sa fille. Émilie rougit mais garda sa dignité. Je ne veux rien compliquer. Maman m'a dit que Pierre m'avait laissé quelque chose, mais je ne comprends pas bien de quoi il s'agit. Claire prit la parole. Émilie, ma chérie, il faut que tu saches que ton père possédait une maison. Et selon la loi, tu as des droits sur cette maison, au même titre que Thomas et Camille. Le visage d'Émilie exprima une surprise totale. Une maison. Mais je ne veux pas de maison. Je ne veux rien qui puisse créer des problèmes dans votre famille. Cette réaction spontanée toucha profondément Marie. Contrairement à Camille qui réclamait son dû avec agressivité, Émilie semblait sincèrement préoccupée par l'harmonie familiale. Écoute, Émilie, dit Thomas avec douceur, cette situation est compliquée pour tout le monde. Mais tu es notre sœur, que ça nous plaise ou non. Papa t'a reconnu, il a pris soin de toi. Tu fais partie de la famille. Camille explosa. Arrête avec ça, Thomas. Elle ne fait pas partie de notre famille. Papa nous a trahis, il a dilapidé notre argent pour elle pendant que maman se tuait au travail. Camille, ça suffit, intervint Marie, sa patiença. Bouh. Ton père a sauvé la vie de cette jeune fille. Il a fait ce que tout père digne de ce nom aurait fait. Ah oui? Et pendant ce temps, moi, sa vraie fille, je me débats avec des dettes parce que j'ai voulu avoir une éducation décente. Pendant qu'il envoyait 1 000 € par mois à sa maîtresse, moi je mangeais des pâtes tous les jours pour économiser. Émilie se leva brusquement, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Je ne savais pas. Je ne veux pas de cet héritage. Je renonce à tout. Je ne veux pas être la cause de votre malheur. Elle se dirigea vers la sortie, mais Thomas la rattrapa. Emily, attends. Ne pars pas comme ça. Laisse-la partir, cria Camille. C'est mieux pour tout le monde. Mais à ce moment-là, Claire sortit une enveloppe de son sac. Avant que vous preniez des décisions définitives, il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Pierre m'a laissé ceci pour vous, au cas où la vérité éclaterait un jour. Marie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre de Pierre, datée de quelques jours avant sa mort, et un document officiel qui allait changer une fois de plus la donne de ce conflit familial. Car Pierre avait prévu cette situation. Et sa dernière volonté allait révéler un plan qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Marie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, sous le regard anxieux de toute la famille réunie. La lettre de Pierre était écrite de sa belle écriture soignée, celle qu'elle avait tant aimée. Mes chers enfants, ma chère Marie, si vous lisez cette lettre, c'est que la vérité sur Émilie a enfin éclaté. Je sais que vous devez me détester en ce moment, et je le comprends. Mais laissez-moi vous expliquer mes dernières volontés. Marie continua à lire à voix haute, sa voix tremblant d'émotion. J'ai commis des erreurs terribles dans ma vie. J'ai trompé Marie, j'ai menti à mes enfants, j'ai caché l'existence d'Émilie. Mais chacune de mes actions avait une raison, même si elle était maladroite. Quand j'ai appris que mon père avait légué la maison directement à mes enfants, j'ai d'abord été en colère. Puis j'ai compris que c'était peut-être sa façon de réparer le mal qu'il m'avait fait. Cette maison ne devait jamais être un fardeau pour Marie, mais un cadeau pour vous, mes enfants. Thomas et Camille écoutaient religieusement, tandis qu'Émilie, revenue s'asseoir, pleurait silencieusement. Voici donc ma dernière volonté, continua Marie en lisant. J'ai créé un fonds fiduciaire avec mes économies personnelles et mes assurances-vie. Ce fonds contient exactement 200 000 €. Cet argent doit être utilisé pour racheter les parts d'usufruit de Marie sur la maison, lui garantissant ainsi le droit d'y vivre jusqu'à sa mort sans crainte d'expulsion. Marie s'arrêta, stupéfaite. Pierre avait tout prévu. Le reste de l'argent du fonds doit être partagé équitablement entre mes 3 enfants, Camille, Thomas et Émilie. Chacun recevra environ 50 000 €. Mais il y a une condition. Camille s'y redressa, soudain attentive. Cette somme ne sera versée que si mes 3 enfants acceptent de se considérer comme une vraie famille, de s'entraider et de prendre soin de leur mère. Si l'un d'entre eux refuse cette condition, l'argent ira intégralement aux œuvres de charité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre avait trouvé le moyen de protéger Marie tout en forçant ses enfants à s'unir. Claire sortit alors le document officiel. Voici l'acte de constitution du fonds fiduciaire, signé par Pierre 3 jours avant sa mort. Maître Blanchard en est l'administrateur. Marie regardait ses enfants, cherchant leur réaction. Thomas semblait ému et soulagé. Émilie paraissait encore sous le choc. Quant à Camille, elle calculait visiblement les implications de cette révélation. 50 000 €, murmura Camille. Ce n'est pas suffisant pour rembourser toutes mes dettes, mais c'est un début. Camille, dit doucement Émilie, si tu acceptes que je fasse partie de la famille, je peux t'aider davantage. Maman et moi, nous avons économisé de l'argent pendant ma maladie grâce aux dons et aux aides. Je peux te prêter ce qu'il te manque.
Cette générosité inattendue fit fondre en larmes Camille, qui réalisa soudain l'égoïsme de son comportement. Cette jeune fille qu'elle avait rejetée avec tant de violence lui offrait spontanément son aide. Je suis désolée, Émilie. Je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Tu ne méritais pas ça. Thomas se leva et prit ses deux sœurs dans ses bras. Papa avait raison. Nous sommes une famille, avec nos défauts et nos secrets, mais une famille quand même. Marie regardait cette scène avec des larmes de joie. Pierre, même dans la mort, avait réussi à réunir sa famille. Éclaté. Il avait protégé son épouse, réconcilié ses enfants, et donné à Émilie la famille qu'elle n'avait jamais eue. 6 mois plus tard, Marie vivait toujours dans sa maison, désormais officiellement protégée par l'usufruit racheté grâce au fonds de Pierre. Camille avait remboursé ses dettes et apprenait peu à peu à vivre plus modestement. Thomas continuait son travail d'électricien, heureux d'avoir retrouvé l'harmonie familiale. Et Émilie venait déjeuner tous les dimanches, apportant la joie et la fraîcheur de ses 20 ans. Le plus beau cadeau que Pierre avait finalement offert à sa famille n'était ni la maison ni l'argent. C'était la leçon que l'amour véritable survit à tous les mensonges, et que parfois, les secrets les plus douloureux cachent les plus belles preuves d'amour. Car Marie avait compris que Pierre n'avait jamais cessé de l'aimer. Chacun de ses mensonges était une tentative maladroite de la protéger, chacun de ses secrets était un sacrifice pour préserver sa famille. Et aujourd'hui, entourée de ses 3 enfants réconciliés, elle savait que l'héritage le plus précieux n'était pas fait de pierre et de mortier, mais d'amour et de pardon.